Marigny expliqua que si les vivres se faisaient rares, donc plus chers, on ne devait point s'en montrer trop surpris. La paix qu'avait maintenue le roi Philippe favorisait l'accroissement en nombre de ses sujets. Nous mangeons le même blé, mais nous sommes plus à le partager. Il fallait donc semer davantage, et pour semer, il fallait la tranquillité dans l'État, l'obéissance aux ordonnances, la participation de chaque région à la prospérité de toutes. Or, qui menaçait la paix? La Flandre. Qui refusait de contribuer au bien général? La Flandre. Qui gardait ses blés et ses draps, préférant les vendre à l'étranger plutôt que de les diriger vers l'intérieur du royaume, où sévissait la pénurie? La Flandre. En refusant d'acquitter les tailles et droits de traite, les villes flamandes aggravaient forcément la proportion des charges pour les autres sujets du roi. La Flandre devait céder. On l'y contraindrait par la force, mais pour cela, il fallait des subsides. Toutes les villes ici représentées par leurs bourgeois devaient donc, dans leur propre intérêt, accepter une levée exceptionnelle d'impôts. Ainsi se feront voir, acheva Marigny, ceux qui donneront aide à aller contre les Flamands. Une rumeur s'éleva, bientôt dominée par la voix d'Étienne Barbette. Barbette, maître de la monnaie de Paris, échevin, prévôt des marchands, et fort riche d'un commerce de toiles et de chevaux, était l'allié de Marigny. Son intervention avait été préparée. Au nom de la première ville du royaume, Barbette promit l'aide requise. Il entraîna l'assistance, et les députés de 43 bonnes villes acclamèrent d'une même voix le roi, Marigny et Barbette. Si l'assemblée avait été une victoire, les résultats financiers se montrèrent assez décevants. L'armée fut mise sur pied avant que la subvention ait été recouvrée. Le roi et son coadjuteur souhaitaient faire une démonstration rapide d'autorité plutôt que conduire une vraie guerre. L'expédition fut une imposante promenade militaire. Marigny, à peine les troupes en marche, fit connaître à l'adversaire qu'il était prêt à négocier et se hâta de conclure, les premiers jours de septembre, la convention de Marquette. Mais aussitôt l'armée partie, Louis de Nevers, fils de Robert de Béthune, comte de Flandre, dénonça la convention. Pour Marigny, c'était l'échec. Valois, qui en venait à se réjouir d'une défaite pour le royaume si cette défaite nuisait au coadjuteur, accusait ce dernier publiquement de s'être laissé acheter par les Flamands. La note de la campagne demeurait à payer, et les officiers royaux continuaient donc de percevoir à grand-peine et au vif mécontentement des provinces l'aide exceptionnelle consentie pour une entreprise déjà close et par l'insuccès. Le trésor s'épuisait et Marigny devait envisager de nouveaux expédients. Les Juifs avaient été spoliés par 2 fois. Les tondres à nouveau donneraient peu de laine. Les Templiers n'existaient plus, et leur or était depuis longtemps fondu. Restaient les Lombards. Déjà en 1311, on les avait décrétés d'expulsion, sans intention véritable d'exécuter l'ordonnance, mais pour les obliger de racheter fort cher leur droit de séjour. Cette fois, il ne pouvait s'agir de rachat. C'était la saisie de tous leurs biens et leur renvoi de France que Marigny méditait. Le trafic qu'ils maintenaient avec la Flandre au mépris des instructions royales et l'appui financier qu'ils apportaient aux ligues seigneuriales justifiaient la mesure en préparation. Mais le morceau était de taille. Les banquiers et négociants italiens, bourgeois du roi, avaient réussi à très solidement s'organiser, en compagnie, avec à leur tête un capitaine général élu. Ils contrôlaient le commerce vers l'étranger et régnaient sur le crédit. Les transports, le courrier privé et même certains recouvrements d'impôts passaient par leurs mains. Ils prêtaient aux barons, aux villes, aux rois. Ils faisaient même l'aumône lorsqu'il le fallait. Aussi Marigny passa-t-il plusieurs semaines à mettre au point son projet. Il était homme tenace et la nécessité l'aiguillonnait. Mais Nogaret n'était plus là. D'autre part, les Lombards de Paris, gens bien informés et instruits par l'expérience, payaient cher les secrets du pouvoir. Tholomyès, de son seul œil ouvert, veillait. L'argent et le pouvoir. Un soir de la mi-octobre, une trentaine d'hommes tenaient réunion, toutes portes closes, chez messire Spinello Tholomyès. Le plus jeune, Guccio Baglioni, neveu de la maison, avait 18 ans. Le plus âgé en comptait 75. C'était Boccanegra, capitaine général des compagnies lombardes. Si différents qu'ils fussent d'âge et de traits, il y avait entre tous ces personnages une curieuse ressemblance dans l'attitude, la mobilité de visage et de geste, la manière de porter le vêtement.
Éclairés par de gros cierges fichés dans des candélabres forgés, ces hommes de teint brun formaient une famille au langage commun. Une tribu en guerre aussi, dont la puissance était égale à celle des grandes ligues de noblesse ou des assemblées de bourgeois. Il y avait les Peruzzi, les Albizzi, les Guardi, les Bardi, et leur principal commis et voyageur Boccace, les Pucci, les Cassinelli, tous originaires de Florence, comme le vieux Boccanegra. Il y avait les Salimbene, les Buonsignori, les Alerani, les Zaccaria de Gênes, il y avait les Scotti de Piacenza, il y avait le clan siennois autour de Tolomei. Entre tous ces hommes existaient des rivalités de prestige, des concurrences commerciales et même parfois des haines solides pour raisons de famille ou affaires d'amour. Mais dans le péril, ils se retrouvaient comme frères. Tolomei venait d'exposer la situation avec calme, sans en dissimuler la gravité. Ce n'était d'ailleurs pour personne une totale surprise. Il y avait peu d'imprévoyants parmi ces hommes de banque, et la plupart avaient déjà mis à l'abri hors de France une partie de leur fortune. Mais il est des choses qui ne se peuvent emporter, et chacun songeait avec angoisse ou colère ou déchirement à ce qu'il allait devoir abandonner. La belle demeure, les biens fonciers, les marchandises en magasin, la situation acquise, la clientèle, les habitudes, les amitiés, la jolie maîtresse, le fils naturel. « Je possède peut-être, dit alors Tolomei, un moyen d'enchaîner le Marigny, sinon même de l'abattre. »« Alors n'hésite pas, à Mazzallo, dit Buonsignori, le chef de la plus grosse compagnie génoise. « Quel est ton moyen » questionna le représentant des Scotti. Tolomei secoua la tête. « Je ne puis le dire encore. »« Des dettes, sans doute, s'écria Zaccaria. Et après, est-ce que cela a jamais gêné cette sorte de gens? Au contraire, ils auront, s'ils nous expulsent, une bonne occasion d'oublier ce qu'ils nous doivent. » Zaccaria était amer. Il ne possédait qu'une petite compagnie et enviait à Tolomei sa clientèle de grands seigneurs. Tolomei se tourna vers lui et, sur un ton de profonde conviction, répondit « Beaucoup plus que des dettes, Zaccaria. Une arme empoisonnée, et dont je ne veux pas éventer le venin, mais pour l'utiliser, j'ai besoin de vous tous, mes amis, car il me faudra traiter avec le coadjuteur de force à force. Je tiens une menace. Il me faut pouvoir l'assortir d'une offre, afin que Marigny choisisse ou l'entente ou le combat. » Il développa son idée. Si l'on voulait spolier les Lombards, c'était pour combler le déficit des finances publiques. Marigny devait à tout prix remplir le trésor. Les Lombards allaient feindre de se montrer bons sujets et proposer spontanément un prêt très important à faible intérêt. Si Marigny refusait, Tolomei sortait l'arme du fourreau. « Tolomei, il faut nous éclairer, dit l'aîné des Bardi. Quelle est cette arme dont tu parles tant ?» Après un instant d'hésitation, Tolomei dit « Si vous y tenez, je puis la révéler à notre capitaine, non, mais à lui seul. » Un murmure courut, et l'on se consulta du regard. « Si, d'accordo, passiamo così » entendit-on. Tolomei attira Boccanegra dans un coin de la pièce. Les autres guettaient le visage au nez mince, aux lèvres rentrées, aux yeux usés du vieux Florentin. Ils saisirent seulement les mots de fratello et d'arcivescovo. 2000 livres bien placées, n'est-ce pas? Murmura enfin Tolomei. Je savais qu'elles me serviraient un jour. Boccanegra eut un petit rire gargouillant au fond de sa vieille gorge, puis reprit sa place et dit simplement en désignant du doigt Tolomei « Abbiate fiducia » Ayez confiance. Alors Tolomei, tablette et stylet en main, commença d'interroger chacun sur les chiffres de la subvention qu'il pouvait consentir. Boccanegra s'inscrivit le premier pour une somme considérable, 10 000 et 13 livres. « Pourquoi les 13 livres » lui demanda-t-on. « Per portar loro scarogna » pour leur porter malheur. « Peruzzi, combien peux-tu faire » demanda Tolomei. Peruzzi calculait. « Je vais te dire dans un moment, répondit-il. Et toi, Salimbene ? Les Génois autour de Salimbene et Buonsignori avaient la mine d'hommes à qui l'on arrache un morceau de chair. Ils étaient connus pour être les plus retors en affaires. On disait d'eux, si un Génois te regarde seulement la bourse, elle est déjà vide. Pourtant, ils s'exécutèrent. Certains des assistants se confiaient. Si Tolomei réussit à nous tirer de là, c'est lui un jour qui succédera à Boccanegra. Tolomei s'approcha des deux Bardi qui parlaient bas avec Boccace. « Combien faites-vous pour votre compagnie ?» L'aîné des Bardi sourit. « Autant que toi, Spinello. »
L'œil gauche du Siennois s'ouvrit. « Alors ce sera le double de ce que tu pensais. »« Ce serait encore bien plus lourd de tout perdre, » dit le bardier en haussant les épaules. « N'est-ce pas vrai, Boccaccio ?» Celui-ci inclina la tête, mais il se leva pour prendre Guccio à part. Leur rencontre sur la route de Londres avait établi entre eux des liens d'amitié. « Est-ce que ton oncle a vraiment le moyen de briser le cou d'Enguerrand ?» Guccio, de son air le plus sérieux, répondit « Je n'ai jamais entendu mon oncle faire une promesse qu'il ne pouvait tenir. » Quand on leva la séance, le salut était achevé dans les églises et la nuit tombait sur Paris. Les 30 banquiers sortirent de l'hôtel Ptolémée. Éclairés par les torches que tenaient leurs valets, ils se raccompagnèrent de porte en porte à travers le quartier des Lombards, formant dans les rues sombres une étrange procession de la fortune menacée, la procession des pénitents de l'or. Dans son cabinet, Spinello Tolomei, seul avec Guccio, faisait le total des sommes promises, comme on compte des troupes avant une bataille. Quand il eut terminé, il sourit. L'œil mi-clos, les mains nouées sur les reins, regardant le feu où les bûches devenaient cendres, il murmura « Messire de Marigny, vous n'avez pas encore vaincu. » Puis à Guccio « Et si nous réussissons, nous demanderons de nouveaux privilèges en Flandre. » Car, si près du désastre, Tolomei songeait déjà, s'il l'évitait, à en tirer profit. Il se dirigea vers son coffre, l'ouvrit. « La décharge signée par l'archevêque, dit-il en prenant le document. Si l'on venait à nous faire ce qu'on fit aux Templiers, je préférerais que les sergents de Messire Enguerrand ne la puissent trouver ici. Tu vas sauter sur le meilleur cheval et partir aussitôt pour Naufle, où tu mettras ceci en cache dans notre comptoir. Tu resteras là-bas. » Il regarda Guccio bien en face et ajouta gravement « S'il m'arrivait quelque malheur ?» Tous deux firent les cornes avec leurs doigts et touchèrent du bois. « Tu remettrais cette pièce à Monseigneur d'Artois pour qu'il la remette au comte de Valois, lequel en saurait faire bon usage. Sois défiant, car le comptoir de Naufle ne sera pas non plus à l'abri des archers. » « Mon oncle, dit vivement Guccio, j'ai une idée. Plutôt que de loger au comptoir, je pourrais aller à Cresset, dont les châtelains restent nos obligés. Je leur ai naguère été fort secourable, et nous avons toujours créance sur eux. J'imagine que la fille, si les choses n'ont point changé, ne refusera pas de m'aider. »« C'est bien pensé, dit Tolomei. Tu mûris, mon garçon. Chez un banquier, le bon cœur doit toujours servir à quelque chose. Fais donc ainsi. Mais puisque tu as besoin de ces gens, il te faut arriver avec des cadeaux. Emporte quelques aunes d'étoffe et de la dentelle de Bruges pour les femmes. Il y a aussi 2 garçons, m'as-tu dit, et qui aiment à chasser. Prends les 2 faucons qui nous sont arrivés de Milan. » Il retourna au coffre. « Voici quelques billets souscrits par Monseigneur d'Artois, reprit-il. Je pense qu'il ne refuserait pas de t'aider si le besoin s'en faisait sentir, mais son appui sera encore plus sûr si tu lui présentes la requête d'une main et ses comptes de l'autre. Et voici la créance du roi Édouard. Je ne sais pas, mon neveu, si tu seras riche avec tout cela, mais au moins tu pourras te rendre redoutable. Allons, ne t'attarde plus maintenant. Va faire seller ton cheval et prépare ton bagage. Ne prends qu'un seul valet d'escorte pour n'être point remarqué, mais dis-lui de s'armer. » Il glissa les documents dans un étui de plomb qu'il remit à Guccio en même temps qu'un sac d'or. « Le sort de nos compagnies est à présent moitié entre tes mains, moitié entre les miennes, » ajouta-t-il. « Ne l'oublie pas. » Guccio embrassa son oncle avec émotion. Il n'avait pas besoin cette fois de se créer un personnage ni de s'inventer un rôle. Le rôle venait à lui. 1 heure plus tard, il quittait la rue des Lombards. Alors, messer Spinello Tolomei mit son manteau doublé de fourrure, car l'octobre était frais. Il appela un serviteur auquel il fit prendre torches et dagues, et se rendit à l'hôtel de Marigny. Il attendit un long moment, d'abord dans la conciergerie, puis dans une salle des gardes qui servait d'antichambre. Le coadjuteur menait train royal, et il y avait grand mouvement en sa demeure, jusqu'à fort tard. Messer Tolomei était homme patient. Il rappela sa présence à plusieurs reprises, en insistant sur la nécessité qu'il avait d'entretenir le coadjuteur en personne. « Venez, messire, lui dit enfin un secrétaire. » Tolomei traversa 3 grandes salles et se trouva en face d'Enguerrand de Marigny qui, seul dans son cabinet, finissait de souper tout en travaillant. « Voici une visite imprévue, dit Marigny froidement. Quelle est votre affaire ?» Tolomei répondit d'une voix aussi froide. «
affaire du royaume, monseigneur. » Marigny lui désigna un siège. « Éclairez-moi, dit-il. »« Il est bruit depuis quelques jours, monseigneur, d'une certaine mesure qui se préparerait en conseil du roi et qui toucherait aux privilèges des compagnies lombardes. Le bruit à se répandre nous inquiète et gêne fort le commerce. La confiance est suspendue, les acheteurs se font rares, les fournisseurs exigent paiement sur l'heure, nos débiteurs diffèrent de s'acquitter. »« Cela n'est point affaire du royaume, » répondit Marigny. « À voir, monseigneur, à voir. Beaucoup de gens ici et ailleurs s'émeuvent. On en parle même hors de France. » Marigny se frotta le menton et la joue. « On parle trop. Vous êtes un homme raisonnable, messer Tholomyès, et vous ne devez pas accorder foi à ces bruits, dit-il en regardant tranquillement un des hommes qu'il s'apprêtait à abattre. « Si vous me l'affirmez, monseigneur, mais la guerre flamande a coûté fort cher et le trésor peut se trouver en nécessité d'or frais. Aussi avons-nous préparé un projet. Votre commerce, je le répète, n'est point affaire qui me concerne. » Tholomyès leva la main comme pour dire « Patience, vous ne savez pas tout », et poursuivit. « Si nous n'avons pas pris parole à la grande assemblée, nous n'en sommes pas moins désireux de fournir aide à notre roi bien-aimé. Nous sommes disposés à un gros prêt auquel participeraient toutes les compagnies lombardes, sans limite de temps, et au plus faible intérêt. Je suis ici pour vous en donner avis. » Puis Tholomyès se pencha et murmura un chiffre. Marigny tressaillit, mais aussitôt pensa « S'ils sont prêts à s'amputer de cette somme, c'est qu'il y a 20 fois plus à prendre. » À lire beaucoup et à veiller ainsi qu'il le faisait, ses yeux se fatiguaient et il avait les paupières rouges. « C'est bonne pensée et louable intention dont je vous sais gré, » dit-il après un silence. « Il convient toutefois que je vous témoigne ma surprise. Il m'est venu aux oreilles que certaines compagnies auraient dirigé vers l'Italie des convois d'or. Cet or ne saurait être en même temps ici et là-bas. » Tholomyès ferma tout à fait l'œil gauche. « Vous êtes un homme raisonnable, monseigneur, et vous ne devez pas accorder foi à ces bruits-là, » dit-il en reprenant les propres paroles du coadjuteur. « Notre offre n'est-elle pas la preuve de notre bonne foi? Je souhaite pouvoir donner croyance à ce que vous m'assurez, car si cela n'était, le roi ne saurait souffrir ces brèches à la fortune de la France, et il lui faudrait y mettre terme. » Tholomyès ne broncha pas. La fuite des capitaux lombards avait commencé du fait de la menace des spoliations, et cet exode allait servir à Marigny pour justifier la mesure. C'était le cercle vicieux. « Je vois qu'en cela au moins vous considérez notre négoce comme affaire du royaume, » répondit le banquier. « Nous sommes dit, je crois, ce qu'il fallait, messer Tholomyès, » conclut Marigny. « Certes, monseigneur. » Tholomyès se leva et fit un pas. Puis soudain, comme si quelque chose lui revenait en mémoire, « Monseigneur l'archevêque de Sens, est-il en la ville ?» demanda-t-il. « Il y est. » Tholomyès hocha la tête pensivement. « Vous avez plus que moi occasion de le voir. Votre seigneurie aurait-elle l'obligeance de lui faire savoir que je souhaiterais l'entretenir dès demain, et quelle que soit l'heure, du sujet qu'il sait, mon avis lui importera. » « Qu'avez-vous à lui dire? J'ignorais qu'il eût affaire avec vous. » « Monseigneur, dit Tholomyès en s'inclinant, la première vertu d'un banquier, c'est de savoir se taire. Toutefois, comme vous êtes frère de monseigneur de Sens, je puis vous confier qu'il s'agit de son bien, du nôtre, et de celui de notre sainte mère l'Église. » Puis, comme il allait sortir, il répéta sèchement « Dès demain, s'il lui plaît. » Tholomyès gagne. Tholomyès cette nuit-là ne dormit pour ainsi dire pas. Marigny aura-t-il averti son frère, se demandait-il, et l'archevêque lui aura-t-il avoué ce qu'il a laissé en mes mains? Ne vont-ils pas se hâter d'obtenir dans la nuit le sein du roi afin de me devancer, ou bien ne vont-ils pas se concerter pour m'assassiner? Se retournant dans son insomnie, Tholomyès pensait avec amertume à sa seconde patrie, qu'il considérait avoir si bien servi de son travail et de son argent. Parce qu'il s'y était enrichi, il tenait à la France plus qu'à sa Toscane natale et l'aimait vraiment à sa manière. Ne plus sentir sous ses semelles le pavé de la rue des Lombards, ne plus entendre à midi le bourdon de Notre-Dame, ne plus respirer l'odeur de la Seine, ne plus se rendre aux réunions du parloir aux bourgeois, tous ces renoncements lui déchiraient le cœur.
Aller recommencer une fortune ailleurs, à mon âge, si encore on me laissait la vie pour recommencer. Il ne s'assoupit qu'avec l'aube, pour être bientôt réveillé par des coups de heurtoir et des bruits de pas dans sa cour. Il crut qu'on venait l'arrêter, et se jeta dans ses vêtements. Un valet tout effaré parut. « Monseigneur l'archevêque est en bas, dit-il. »« Qui l'accompagne ?»« 4 serviteurs en froc, mais qui ressemblent plus à des sergents de prévôté qu'à des clercs de chapitre. » Ptolémée fit une moue. « Ôte les volets de mon cabinet, dit-il. » Monseigneur Jean de Marigny montait déjà l'escalier. Ptolémée l'attendit, debout sur le palier. Mince, une croix d'or lui battant la poitrine, l'archevêque affronta aussitôt le banquier. « Que veut dire, messire, cet étrange message que mon frère m'a fait tenir dans la soirée ?» Ptolémée éleva ses mains grasses et pointues d'un geste apaisant. « Rien qui vous doive troubler, monseigneur, ni qui méritait votre dérangement. Je me serais rendu à votre convenance au palais épiscopal. Voulez-vous entrer dans mon cabinet ?» Le valet achevait de décrocher les volets intérieurs, ornementés de peinture. Il mit du bois menu sur les braises du foyer, et bientôt des flammes montèrent avec un pétillement. Ptolémée avança un siège à son visiteur. « Vous êtes venu en compagnie, monseigneur, dit-il. Était-ce bien utile? N'avez-vous point confiance en moi? Pensez-vous courir ici quelque péril? Vous m'aviez, je dois dire, habitué à d'autres manières. » Sa voix s'efforçait d'être cordiale, mais son accent toscan était plus prononcé que de coutume. Jean de Marigny s'assit en face du feu vers lequel il tendit sa main baguée. « Cet homme-là n'est pas sûr de lui et ne sait pas comment me prendre, pensa Ptolémée. Il arrive avec un grand fracas, comme s'il allait tout briser, et puis maintenant il se regarde les ongles. « Votre hâte à me voir m'a donné sujet d'inquiétude, dit enfin l'archevêque. J'aurais préféré choisir le temps de ma visite. »« Mais vous l'avez choisi, monseigneur, vous l'avez choisi. Vous vous rappelez avoir reçu de moi 2000 livres en avance sur des articles fort précieux qui provenaient des biens du temple, et que vous m'avez confiés à la vente. Ont-ils été vendus ? Demanda l'archevêque. En partie, monseigneur, en bonne partie. Ils ont été envoyés hors de France, comme nous en étions convenus, puisque nous ne pouvions les écouler ici. J'attends l'avis de comte, j'espère qu'il y aura dessus argent à vous revenir. Ptolémée, son gros corps bien campé, les mains croisées sur le ventre, hochait la tête avec bonhomie. « La décharge que je vous ai signée ne vous est donc plus nécessaire, » dit Jean de Marigny. Il cachait son inquiétude, mais il la cachait mal. « N'avez-vous pas froid, monseigneur ? Vous avez le visage bien blanc, » dit Ptolémée qui se baissa pour mettre une bûche dans le feu. Puis, comme s'il avait oublié la question posée par l'archevêque, il reprit « Que pensez-vous, monseigneur, de la question dont on a cette semaine débattu en conseil ? Est-il possible qu'on projette de nous voler nos biens, de nous réduire à la misère, à l'exil, à la mort ?»« Je n'ai pas d'avis, dit l'archevêque. Ce sont affaires du royaume. » Ptolémée secoua le front. « J'ai transmis hier à monseigneur le coadjuteur une proposition dont il ne me semble pas qu'il ait bien aperçu l'avantage. C'est regrettable. On se dispose à nous spolier parce que le royaume est à court de monnaie. Or, nous offrons de servir le royaume par un prêt énorme, monseigneur. Et votre frère reste muet. Ne vous en a-t-il point touché mot? C'est regrettable, bien regrettable, en vérité. » Jean de Marigny se déplaça un peu sur son siège. « Je n'ai pas titre à discuter les décisions du roi, dit-il. »« Ce ne sont point encore décisions, répliqua Ptolémée. Ne pouvez-vous remontrer au coadjuteur que les Lombards, sommés de donner leur vie, qui est tout au roi, croyez-le, et leur or, qui est à lui tout également, voudraient, s'il se peut, garder la vie. J'entends par la vie leur droit à demeurer en ce royaume. Ils offrent l'or de bon gré alors qu'on le leur veut prendre de force. Pourquoi ne pas les entendre? C'est à cette fin, monseigneur, que je souhaitais vous voir. » Un silence se fit. Jean de Marigny, immobile, semblait regarder au-delà des murs. « Que me disiez-vous tout à l'heure » reprit Ptolémée. « Ah oui, cette décharge. »« Vous allez me la rendre » dit l'archevêque. Ptolémée se passa la langue sur les lèvres. « Qu'en feriez-vous, monseigneur, si vous étiez à ma place? Imaginez un instant, ce n'est qu'étrange imagination, assurément, mais imaginez que l'on menace de vous ruiner. Et que vous possédiez quelque chose, un talisman, c'est cela, un talisman, qui puisse vous servir à éviter cette ruine.
Il alla vers la fenêtre, car il entendait du bruit dans la cour. Des porteurs délivraient des caisses et des ballots d'étoffe. Ptolémée évalua machinalement le montant des marchandises qui allaient entrer chez lui ce jour-là, et soupira. « Oui, un talisman contre la ruine, » murmura-t-il. « Vous ne voulez pas dire... »« Si, monseigneur, je veux le dire et je le dis, » prononça nettement Ptolémée. « Cette décharge témoigne que vous avez trafiqué les biens du temple, qui étaient sous séquestre royal. Elle témoigne que vous avez volé et volé le roi. » Il regardait l'archevêque bien en face. Cette fois, pensa-t-il, tout est fait, c'est à qui fléchira le premier. « Vous serez tenu pour mon complice, dit Jean de Marigny. « Alors nous nous balancerons ensemble à Montfaucon, comme deux larrons, répondit Ptolémée froidement. Mais je ne me balancerai pas seul. Vous êtes un bien fort coquin, s'écria Jean de Marigny. Ptolémée haussa les épaules. Je ne suis pas archevêque, monseigneur, et ce n'est pas moi qui ai détourné les ostensoirs d'or où les Templiers présentaient le corps du Christ. Je ne suis qu'un marchand, et en ce moment nous traitons un marché, que cela vous convienne ou non. Voilà la seule vérité de toutes nos paroles. Point de spoliation des Lombards et point de scandale sur vous. Mais si je tombe, monseigneur, vous tomberez aussi, et de plus haut. Et votre frère, qui a trop de fortune pour n'avoir que des amis, sera entraîné à votre suite. L'archevêque s'était levé. Il avait les lèvres blanches, son menton, ses mains et tout son corps tremblait. « Rendez-moi la décharge, dit-il en saisissant le bras de Ptolémée. Celui-ci se dégagea doucement. « Non, dit-il. Je vous rembourse les 2000 livres que vous m'avez donnés, dit Jean de Marigny, et vous gardez tous les fruits de la vente. Non. Je vous donne d'autres objets pour même valeur. Non. 5000 livres, je vous donne 5000 livres contre cette décharge. Ptolémée sourit. Et où les prendriez-vous? Il faudrait encore que je vous les prête. Jean de Marigny, les poings serrés, répéta 5000 livres, je les trouverai. Mon frère m'aidera. Mais qu'il vous aide donc, comme je vous en requiers, dit Ptolémée en ouvrant les mains. J'offre pour ma seule quote-part 17 000 livres au trésor royal. L'archevêque comprit qu'il lui fallait changer de tactique. Et si j'obtiens de mon frère que vous soyez excepté de l'ordonnance, on vous laisse emporter toute votre fortune, on vous rachète vos biens immeubles. Ptolémée réfléchit un instant. On lui donnait le moyen de se sauver seul. Tout homme sensé à qui l'on fait une proposition de cette sorte la considère et n'en a que plus de mérite lorsqu'il la repousse. « Non, monseigneur, répondit-il, je subirai le sort qui sera fait à tous. Je ne veux point recommencer ailleurs et n'ai point de raison de le faire. Je suis de France maintenant, autant que vous l'êtes. Je suis bourgeois du roi. Je veux rester dans cette maison que j'ai construite à Paris. J'y ai passé 32 ans de ma vie, monseigneur, et si Dieu veut, c'est ici que ma vie s'achèvera. Du reste, ajouta-t-il, eussé-je le désir de vous restituer la décharge, je ne le pourrais pas, je ne l'ai plus en main. « Vous mentez !» s'écria l'archevêque. « Non, monseigneur. » Jean de Marigny porta la main à sa croix pectorale et la serra comme s'il allait la briser. Il eut un regard vers la fenêtre, puis vers la porte. « Vous pouvez appeler votre escorte et faire fouiller ma demeure, dit Ptolémée. Vous pouvez même mettre les pieds à rôtir dans la cheminée ainsi que cela se pratique dans vos tribunaux d'inquisition. Vous causerez grand tapage et scandale, mais vous repartirez tel que vous êtes venu, que je sois mort ou vif. Mais si d'aventure j'étais mort, sachez que cela ne vous rapporterait guère, car mes parents de Sienne ont ordre, s'il m'arrivait de trépasser trop tôt, d'avoir à faire connaître cette décharge au roi et au grand baron. » Dans son corps gras, le cœur battait vite et la sueur lui coulait sur les reins. « À Sienne, dit l'archevêque. Mais vous m'aviez assuré que cette pièce ne sortirait pas de vos coffres. Elle n'en est pas sortie, monseigneur, ma famille et moi, c'est tout un. L'archevêque fléchissait. Ptolémée sentit en ce moment précis qu'il avait gagné, et que les choses allaient à présent s'enchaîner comme il le souhaitait. « Alors » demanda Marigny. « Alors, monseigneur, dit Ptolémée calmement, je n'ai rien d'autre à vous dire que ce que je vous ai déclaré tout à l'heure. Parlez au coadjuteur, et pressez-le d'accepter l'offre que je lui ai faite pendant qu'il en est temps. Sinon, le banquier, sans achever sa phrase, alla vers la porte et l'ouvrit. La scène qui, le même jour, opposa l'archevêque à son frère fut terrible.
Mis brusquement face à face dans la nudité de leur nature, les deux Marigny qui jusqu'alors avaient marché d'un même pas se déchiraient. Le coadjuteur accabla son cadet de reproches et de mépris, et le cadet se défendit comme il put, avec lâcheté. « Vous avez bonne mine de m'écraser, s'écria-t-il. D'où vous est venue votre richesse? De quel juif écorché? De quel templier grillé? Je n'ai fait que vous imiter. Je vous ai assez servi dans vos manœuvres, servez-moi à votre tour. Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais point fait archevêque, dit Enguerrand. Vous ne trouviez personne qui acceptât de condamner le grand maître. Oui, le coadjuteur savait que l'exercice du pouvoir oblige à des collusions indignes. Mais il était écrasé soudain d'en voir l'effet dans sa propre famille. Un homme qui acceptait de vendre sa conscience contre une mitre pouvait aussi bien voler, aussi bien trahir. Cet homme était son frère. Voilà tout. Enguerrand de Marigny prit son projet d'ordonnance contre les Lombards et, de rage, le jeta dans le feu. « Tant de travail pour rien, dit-il. Tant de travail. » Le secret de Guccio. Cresset, dans la lumière du printemps, avec ses arbres aux feuilles transparentes et le frémissement argenté de la Mauldre, était resté pour Guccio une vision heureuse. Mais quand ce matin d'octobre, le jeune Siennois qui se retournait sans cesse pour s'assurer qu'il n'avait pas d'archer à ses trousses, arriva sur les hauteurs de Cresset, il se demanda un instant s'il ne s'était pas trompé. Il semblait que l'automne eût rapetissé le manoir. Les tourelles étaient-elles donc si basses, se disait Guccio, et suffit-il d'une demi-année pour vous changer à ce point la mémoire? La cour était devenue une mare boueuse où son cheval enfonçait jusqu'au pâturon. Au moins, pensa Guccio, il y a peu de chance qu'on me vienne trouver ici. Il jeta les rênes à son valet. Qu'on bouchonne les chevaux et qu'on leur donne à manger. La porte du manoir s'ouvrit et Marie de Cresset apparut. L'émotion la força de s'appuyer au chambranle. Comme elle est belle, pensa Guccio, et elle n'a point cessé de m'aimer. Alors, les lézardes des murs s'effacèrent et les tours du manoir reprirent pour Guccio les proportions du souvenir. Mais déjà Marie criait vers l'intérieur de la maison. « Mère, c'est messire Guccio qui est revenu !» Dame Eliabelle fit grande fête au jeune homme, le baisa aux joues et le serra contre sa forte poitrine. L'image de Guccio avait souvent peuplé ses nuits. Elle le prit par les mains, le fit asseoir, commanda qu'on lui apportât du cidre et des pâtés. Guccio accepta de bon cœur cet accueil, et il expliqua sa venue de la façon qu'il avait méditée. Il arrivait à Naufle pour remettre en ordre le comptoir qui souffrait d'une mauvaise gestion. Les commis ne faisaient pas rentrer à temps les créances. Aussitôt Dame Eliabelle s'inquiéta. « Vous nous aviez donné toute une année, dit-elle. L'hiver vient après une bien chétive récolte et nous n'avons pas encore... » Guccio resta dans la vague. Les châtelains de Cresset étaient ses amis. Ils ne permettaient pas qu'on les inquiétât, mais ils se rappelaient leur invitation à séjourner. Dame Eliabelle s'en réjouit. Nulle part au bourg, assura-t-elle, il ne trouverait plus d'aise ni meilleure compagnie. Guccio réclama son porte-manteau, qui chargeait le cheval de son valet. « J'ai, dit-il, quelques étoffes qui vous plairont, j'espère. Quant à Pierre et Jean, j'ai pour eux 2 faucons bien dressés qui leur feront faire meilleure chasse, s'il est possible. » Les étoffes, les dentelles, les faucons éblouirent la maison et furent reçus avec des cris de gratitude. Pierre et Jean, leurs vêtements toujours imprégnés d'une forte odeur de terre, de cheval et de gibier, posèrent à Guccio sans question. Ce compagnon miraculeusement surgi, alors qu'il se préparait au long ennui des mauvais mois, leur parut encore plus digne d'affection qu'à son premier passage. On eût dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. « Et notre ami le prévôt Portefeuille, que devient-il » demanda Guccio. « Il continue de piller autant qu'il peut, mais plus chez nous, grâce à Dieu, et grâce à vous. » Marie glissait dans la pièce, ployant le buste devant le feu qu'elle attisait, ou disposant de la paille fraîche sur le bas-flanc à courtine où dormaient ses frères. Elle ne parlait pas, mais ne cessait de regarder Guccio. Celui-ci, au premier instant qu'il fut seul avec elle, la prit doucement par les coudes et l'attira vers lui. « N'y a-t-il rien dans mes yeux pour vous rappeler le bonheur ?» dit-il, empruntant sa phrase à un récit de chevalier qu'il avait lu récemment. « Oh, si, messire, » répondit Marie d'une voix tremblante. « Je n'ai point cessé de vous voir ici, aussi loin que vous fussiez. Je n'ai rien oublié, ni rien défait. » Il se chercha une excuse à n'être point revenu de 6 mois, et à n'avoir donné aucun message.
Mais à sa surprise, Marie, loin de lui en faire reproche, le remercia d'un retour plus prompt qu'elle ne le prévoyait. « Vous aviez dit que vous reviendriez au bout de l'an pour les intérêts, dit-elle. Je ne vous espérais point avant, mais vous ne seriez point venu que je vous aurais attendu toute ma vie. » Guccio avait emporté de Crécy le léger regret d'une aventure inachevée, à laquelle, pour être bien franc, il avait peu songé pendant tous ces mois. Or, il retrouvait un amour ébloui, qui avait grandi pareil à une plante au long du printemps et de l'été. « Que j'ai de chance, pensait-il, elle pourrait m'avoir oublié, s'être mariée. » Les hommes de nature infidèle, aussi infatués qu'ils paraissent, sont souvent assez modestes en amour, parce qu'ils imaginent les autres d'après eux-mêmes. Guccio s'émerveillait d'avoir inspiré, l'entretenant si peu, un sentiment aussi puissant et aussi rare. « Moi non plus, Marie, je n'ai cessé de vous voir, et rien ne m'a délié de vous, » dit-il avec toute la chaleur que réclamait un si gros mensonge. Ils se tenaient l'un devant l'autre, également émus, également embarrassés de leurs paroles et de leurs gestes. « Marie, reprit Guccio, je ne suis point venu ici pour le comptoir, ni pour aucune créance, mais à vous. Je ne veux ni ne puis rien cacher. Ce serait offenser l'amour qui nous lie. Le secret que je vais vous confier engage la vie de beaucoup et la mienne propre. Mon oncle et des amis puissants m'ont chargé de dissimuler en lieu sûr des pièces écrites qui importent au royaume et à leur propre salut. À cette heure, des archers sont sûrement à ma recherche. » Cédant à son penchant, il recommençait à gonfler un peu son personnage. « J'avais 20 places où chercher un refuge, mais c'est vers vous, Marie, que je suis venu. Ma vie dépend de votre silence. »« C'est moi, dit Marie, qui dépend de vous, monseigneur. Je n'ai foi qu'en Dieu et en celui qui le premier m'a tenu dans ses bras. Ma vie est votre vie, votre secret est le mien. Je scellerai ce que vous voudrez sceller, je tairai ce que vous voudrez taire, et le secret mourra avec moi. » Des larmes embuaient ses prunelles bleu sombre. « Ce que je dois cacher, dit Guccio, est contenu dans un coffret de plomb à peine grand comme les deux mains. Y a-t-il quelque place ici ?» Marie réfléchit un instant. « Dans le four de la vieille étuve, peut-être ?» répondit-elle. « Non, je sais un meilleur endroit, dans la chapelle. Nous irons demain matin, mes frères quittent la maison à l'aube, pour la chasse. Demain, ma mère les suivra de peu, car elle doit se rendre au bourg. Si elle voulait m'y emmener, je me plaindrais de douleur au gosier, feignez de dormir longtemps. » Guccio fut logé à l'étage, dans la grande pièce propre et froide qu'il avait déjà occupée. Il se coucha, sa dague au flanc et la boîte de plomb sous la tête. Il ignorait qu'à la même heure, les deux frères Marigny avaient déjà eu leur dramatique entrevue et que l'ordonnance contre les Lombards n'était plus que cendre. Il fut réveillé par le départ des deux frères. S'étant approché de la croisée, il vit Pierre et Jean de Crécy montés sur de mauvais bidets qui passaient le porche, leurs faucons sur le poing. Puis des portes battirent. Un peu plus tard, une jument grise, assez fatiguée par l'âge, fut amenée à Dame Éliabelle qui s'éloigna à son tour, escortée du valet boiteux. Alors, Guccio enfila ses bottes et attendit. Quelques instants après, Marie l'appela du rez-de-chaussée. Guccio descendit, le coffret glissé sous sa cotte. La chapelle était une petite pièce voûtée à l'intérieur du manoir et dont la partie tournée vers l'est. Les murs en étaient blanchis à la chaux. Marie alluma un cierge à la lampe à huile qui brûlait devant une statue de bois assez grossière de Saint Jean l'Évangéliste. Dans la famille Crécy, l'aîné des fils portait toujours le prénom de Jean. Elle amena Guccio sur le côté de l'autel. « Cette pierre se soulève, dit-elle, en désignant une dalle de petite dimension munie d'un anneau rouillé. Guccio eut quelque peine à déplacer la dalle. À la lueur du cierge, il aperçut un crâne et quelques débris d'ossements. « Qui est-ce » demanda-t-il en faisant les cornes avec les doigts. « Un aïeul, dit Marie. Je ne sais pas lequel. » Guccio déposa dans le trou, près du crâne blanchâtre, la boîte de plomb, puis la pierre fut remise en place. « Notre secret est scellé auprès de Dieu, dit Marie. Guccio la prit dans ses bras et voulut l'embrasser. « Non, pas ici, dit-elle avec un accent de crainte, pas dans la chapelle. » Ils regagnèrent la grande salle où une servante achevait de placer sur la table le lait et le pain du premier repas. Guccio se mit dos à la cheminée jusqu'à ce que la servante partît. Marie vint auprès de lui. Alors, ils nouèrent leurs mains. Marie posa la tête sur l'épaule de Guccio, et elle demeura ainsi un long moment à apprendre, à deviner ce corps d'homme auquel il était décidé entre elle et Dieu qu'elle appartiendrait. « Je vous aimerai toujours, même si vous deviez ne plus m'aimer, »
dit-elle. Puis elle alla verser le lait chaud dans les écuelles et y rompit le pain. Chacun de ces gestes était un geste heureux. 4 jours passèrent. Guccio accompagna les frères à la chasse et n'y fut pas maladroit. Il fit au comptoir de Naufle plusieurs visites afin de justifier son séjour. Une fois, il rencontra le prévôt Portefruit qui le reconnut et le salua avec servilité. Ce salut rassura Guccio. Si quelques mesures avaient été décrétées contre les Lombards, messire Portefruit n'eût pas usé de tant de politesse. « Et si c'est lui qui doit un prochain jour venir m'arrêter, pensa Guccio, l'or que j'ai emporté m'aidera bien à lui fourrer la paume. » Dame Eliabelle apparemment ne soupçonnait rien de l'aventure de sa fille avec le jeune Siennois. Guccio en fut convaincu par une conversation qu'il surprit un soir entre la châtelaine et son fils cadet. Guccio était dans sa chambre à l'étage. Dame Eliabelle et Pierre de Cresset parlaient auprès du feu dans la grande salle et leur voix montait par la cheminée. « Il est dommage en vérité que ce Guccio ne soit point noble, disait Pierre. Il fournirait un bon époux à ma sœur. Il est bien fait, instruit et placé avantageusement dans le monde. Je me demande si ce n'est point chose à considérer. » Dame Eliabelle prit fort mal la suggestion. « Jamais !» s'écria-t-elle. « L'argent te fait perdre la tête, mon fils. Nous sommes pauvres présentement, mais notre sang nous donne droit aux meilleures alliances. Et je n'irai point donner ma fille à un garçon de roture qui, par surcroît, n'est même pas de France. Ce damoiseau, certes, est plaisant, mais qu'il ne s'avise point de flirter avec Marie. J'y mettrai bon ordre. Un Lombard ? D'ailleurs, il n'y songe, si l'âge ne me rendait modeste. Je t'avouerai qu'il a plus Dieu pour moi que pour elle, et que c'est la raison pour laquelle le voilà installé ici comme un greffon sur l'arbre. » Guccio, s'il sourit des illusions de la châtelaine, fut blessé du mépris dans lequel elle tenait et sa naissance et son métier. Ces gens-là vous empruntent de quoi manger, ne vous paient point ce qu'ils vous doivent, mais ils vous considèrent pour moins que leurs manants. « Et comment feriez-vous, bonne dame, sans les Lombards ?» se disait Guccio, fort agacé. « Eh bien, essayez donc de marier votre fille à un grand seigneur, et voyez comment elle acceptera. » Mais en même temps, il se sentait assez fier d'avoir si bien séduit une fille de noblesse, et ce fut ce soir-là qu'il décida de l'épouser en dépit de tous les obstacles qu'on pourrait y mettre. Au repas qui suivit, il regardait Marie en pensant « Elle est à moi, elle est à moi ». Tout dans ce visage, les beaux cils relevés, les lèvres entr'ouvertes, tout semblait lui répondre « Je suis à vous ». Et Guccio se demandait « Mais comment les autres ne le voient-ils pas ?» Le lendemain, Guccio reçut à Naufle un message de son oncle où celui-ci lui faisait savoir que le péril était pour l'heure conjuré et l'invitait à rentrer aussitôt. Le jeune homme dut donc annoncer qu'une affaire importante le rappelait à Paris. Dame Eliabelle, Pierre et Jean montrèrent de vifs regrets. Marie ne dit rien et continua l'ouvrage de broderie auquel elle était occupée. Mais lorsqu'elle fut seule avec Guccio, elle laissa paraître son angoisse. Était-il arrivé un malheur? Guccio était-il menacé? Il la rassura. Au contraire, grâce à lui, grâce à elle, les hommes qui voulaient la perte des financiers italiens étaient vaincus. Alors Marie éclata en sanglots parce que Guccio allait partir. « Vous me quittez, dit-elle, et c'est comme si je mourais. »« Je reviendrai aussitôt que je pourrai, » dit Guccio. En même temps, il couvrait de baisers le visage de Marie. Le salut des compagnies lombardes ne le réjouissait qu'à moitié. Il eût voulu que le danger durât encore. « Je reviendrai, belle Marie, » répéta-t-il, « je vous le jure, car je n'ai point au monde plus grand désir que de vous. » Et cette fois, il était sincère. Il était arrivé cherchant un refuge, il repartait avec un amour au cœur. Comme son oncle, dans le message, ne lui parlait des documents cachés, Guccio feignit de comprendre qu'il devait les laisser à Cresset. Il ménageait ainsi le prétexte à un retour. Le rendez-vous de Pont-Saint-Maxence. Le 4 novembre, Philippe le Bel devait chasser en forêt de Pont-Sainte-Maxence. Avec son premier chambellan, Hugues de Bouville, son secrétaire Maillard et quelques familiers, il avait dormi au château de Clermont à 2 lieues du rendez-vous. Le roi semblait détendu et de meilleure humeur qu'on ne l'avait vu depuis longtemps. Les affaires du royaume le laissaient en repos. Le prêt consenti par les Lombards avait remis le trésor à flot. L'hiver allait ramener au calme les seigneurs agités de Champagne, ainsi que les communaux de Flandre. La neige était tombée dans la nuit. Première neige de l'année, précoce, presque insolite. Le gel de l'aube avait fixé cette poudre blanche sur les champs et les bois,
transformant le paysage en une immense étendue givrée et inversant les couleurs du monde. Le souffle des hommes, des chiens et des chevaux s'épanouissait dans l'air gelé en grosses fleurs cotonneuses. Lombard trottait derrière la monture du roi. Bien que ce fût un chien à lièvre, il participait aussi au cours de cerf, travaillant à son compte, mais remettant souvent la meute sur la voie. Les lévriers, s'ils sont appréciés pour leur œil et leur train, sont généralement réputés pour ne sentir rien. Or, celui-là avait du nez comme un chien poitevin. Dans la clairière du rendez-vous, au milieu des aboiements, des hennissements, des claquements de fouet, le roi passa un bon moment à regarder sa magnifique meute, à demander des nouvelles d'Hélice, qui avait mis bas, et à parler à ses chiens. « Oh, mes valets, oh là, mes beaux! Hao, hao !» Le maître des chasses vint lui faire le rapport. On avait embûché plusieurs cerfs, dont un grand dicor qui, au dire des valets de limier, portait ses 12 andouillets, un dicor royal, le plus noble animal de forêt qui se pût rencontrer. De surcroît, il semblait que ce fût un de ces cerfs dits pèlerins qui vont sans harde de forêt en forêt, plus forts et plus sauvages d'être seuls. « Qu'on l'attaque !» dit le roi. Les chiens découplés furent conduits à la brisée et mis à la voie. Les chasseurs s'égayèrent vers les points où le cerf pouvait sauter. « Taille or, entendit-on bientôt crier. Le cerf avait été aperçu. La forêt emplie de la voix des chiens, des appels de cors et de grands fracas de galopades et de branches rompues. D'ordinaire, les cerfs se font chasser un certain temps autour de l'endroit où on les a levés, tournent en forêt, rusent, brouillent leur voix, cherchent un cerf plus jeune pour faire change et tromper le nez des chiens, reviennent à l'enceinte d'attaque. Celui-ci surprit son monde et, sans buissonner, courut droit vers le nord. Sentant le danger, il repartait d'instinct vers la lointaine forêt des Ardennes, d'où sans doute il venait. Il emmena ainsi la chasse 1 heure, 2 heures, sans trop se hâter, maintenant juste le train qu'il fallait pour distancer les chiens. Puis, quand il sentit que la meute commençait à fléchir, il força brusquement son allure et disparut. Le roi, fort animé, coupa à travers bois pour prendre les grands devants, gagner la lisière et attendre le cerf à sa sortie en plaine. Or, rien ne se perd plus vite qu'une chasse. On se croit à 100 toises des chiens et des autres veneurs qu'on entend clairement, et l'instant d'après, on se trouve dans un silence total, une solitude absolue, au milieu d'une cathédrale d'arbres, sans savoir où s'est évanouie cette meute qui criait si fort, ni quel fait, quel sortilège a effacé vos compagnons. De plus, ce jour-là, l'air portait mal les sons, et les chiens chassaient difficilement à cause du givre partout répandu qui refroidissait les odeurs. Le roi était perdu. Il contemplait une grande plaine blanche, où tout jusqu'à l'horizon, les prairies, les haies courtes, les chaumes de la récolte passée, les toits d'un village, les lointains moutonnements de la forêt suivante, tout était recouvert d'une même couche scintillante immaculée. Le soleil avait percé. Le roi se sentit soudain comme étranger à l'univers. Il éprouva une sorte d'étourdissement, de vacillement sur sa selle. Il n'y prit pas garde, car il était robuste et ses forces ne l'avaient jamais trahi. Tout préoccupé de savoir si son cerf avait débuché ou non, il suivit la lisière du bois, au pas, cherchant à distinguer sur le sol le pied de l'animal. « Dans ce givre, je le devrais voir aisément, » se disait-il. Il aperçut un paysan qui marchait non loin. « Oh là, l'homme !» Le paysan se retourna et vint vers lui. C'était un manant d'une 50aine d'années. Il avait les jambes protégées par des guêtres de grosses toiles et tenait un gourdin dans la main droite. Il ôta son bonnet, découvrant des cheveux grisonnants. « N'as-tu pas vu un grand cerf fuyant ?» lui demanda le roi. L'homme hocha la tête et répondit. « Oui, dans mon sire, un animal, comme vous le dites, m'a passé au nez tout à l'heure. Il portait la hotte et tirait la langue. C'est sûrement votre bête. Vous n'aurez point long à courir. Comme il était, il cherchait l'eau. N'en trouvera qu'aux étangs de fontaine. » Avait-il les chiens après lui? « Point de chien, mon sire, mais vous reprendrez sa voix après ce grand être là-bas. Il va aux étangs. » Le roi s'étonna. « Tu as l'air de savoir le pays et la chasse, dit-il. » Le visage du manant se fendit d'un bon sourire. De petits yeux marrons et malins fixaient le roi. « Je sais le pays et la chasse un peu, dit l'homme. Et je souhaite qu'un aussi grand roi que vous êtes y goûte longtemps son plaisir, tant que Dieu veuille. » Tu m'as donc reconnu? L'autre hocha la tête de nouveau et dit fièrement. « Je vous ai vu passer lors d'autres chasses, et aussi monseigneur de Valois, votre frère, quand il est venu affranchir les serfs du comté. »« Tu es homme libre? » « Grâce à vous, mon sire, et point serf comme je suis né.
Je sais mes chiffres et tenir le stylet pour compter s'il le faut. Es-tu content d'être libre? Content? Sûr qu'on l'est. C'est-à-dire qu'on se sent autrement. On cesse d'être comme des morts en notre vivant. Et nous savons bien, nous autres, que c'est à vous qu'on doit les ordonnances. On se le répète souvent, comme notre prière sur la terre. Attendu que toute créature humaine qui est formée à l'image de notre Seigneur doit généralement être franche par droit naturel. C'est bon d'entendre ça, quand on se croyait pour toujours ni plus ni moins que les bêtes. Combien as-tu payé ta franchise? 75 livres. Tu les possédais? Le travail d'une vie, mon sire. Comment te nommes-tu? André, l'André Dubois, on m'appelle, parce que c'est pas de là que j'habite. Le roi, qui n'était point ordinairement généreux, éprouva le désir de donner quelque chose à cet homme. Point une aumône, un présent. Sois toujours bon serviteur du royaume, André Dubois, lui dit-il, et garde ceci qui te fera souvenir de moi. Il détacha son corps, un beau morceau d'ivoire sculpté, serti d'or, et d'un prix plus élevé que celui dont l'homme avait acheté sa liberté. Les mains du paysan tremblèrent d'orgueil et d'émotion. « Oh ça, murmura-t-il. Je le mettrai sous la statue de Madame la Vierge pour qu'il protège la maison. Que Dieu vous ait en garde, mon sire. » Le roi s'éloigna, empli d'une joie comme il n'en avait pas connue depuis bien des mois. Un homme lui avait parlé dans la solitude des champs, un homme qui, grâce à lui, était libre et heureux. La lourde traîne du pouvoir et des années s'en trouvait allégée d'un coup. Il avait bien fait son travail de roi. On sait toujours du haut d'un trône qui l'on frappe, se disait-il. Mais on ne sait jamais si le bien qu'on a voulu est vraiment fait, ni à qui. Cette approbation qui lui venait inattendue des profondeurs de son peuple lui était plus précieuse et plus douce que toutes les louanges de cour. J'aurais dû étendre la franchise à tous les bailliages. Cet homme que je viens de voir, si on l'avait instruit au jeune âge, aurait pu faire un prévôt ou un capitaine de ville meilleur que beaucoup. Il songeait à tous les André Dubois, Duval ou Dupré, les Jean-Louis Deschamps, les Jacques du Hamel ou bien du Clos, dont les enfants, sortis de la condition serve, constitueraient une grande réserve d'hommes et de force pour le royaume. Je vais voir avec Enguerrand à reprendre les ordonnances. À ce moment, il entendit un raou, rauque, bref, sur sa droite, et il reconnut la voix de Lombard. « Beau, mon valet, beau! Rallie là-haut! » s'écria-t-il. Lombard était sur la voie, courant d'une foulée longue, le nez à quelques pouces du sol. Ce n'était point le roi qui avait perdu la chasse, mais tout le reste de la compagnie. Philippe le Bel ressentit un plaisir de jeune homme à penser qu'il allait forcer le grand Dicor seul avec son chien préféré. Il remit son cheval au galop et, sans notion du temps, à travers champs et vallons, sautant les talus et les barrières, il suivit Lombard. Il avait chaud et la sueur lui ruisselait tout le long du dos. Soudain, il aperçut une masse sombre qui fuyait sur la plaine blanche. « Taille or !» hurla le roi. « À la tête, mon Lombard, à la tête !» C'était bien le cerf d'attaque, un grand animal noir à ventre beige. Il n'avait plus son allure légère du début de la chasse. Son échine dessinait cette forme de hotte dont avait parlé le paysan et qui décelait la fatigue. Il s'arrêtait, regardait en arrière, repartait d'un bond pesant. Lombard aboyait plus fort de chasser à vue et gagnait du terrain. La ramure du Dicor intriguait le roi. Quelque chose y brillait par instants puis s'éteignait. Le cerf n'avait rien pourtant des bêtes fabuleuses dont les légendes étaient pleines, tel le cerf de Saint-Hubert, infatigable, avec sa croix d'église plantée sur le front. Celui-ci n'était qu'un grand animal épuisé, qui avait fait une chasse sans finesse, filant droit devant sa peur à travers la campagne, et qui serait bientôt aux abois. Ayant Lombard au jarret, il pénétra dans un bocteau de hêtre et n'en ressortit point. Et bientôt la voix de Lombard prit cette sonorité plus longue, plus haute, à la fois furieuse et poignante, que les chiens émettent quand l'animal qu'ils poursuivent est halali. Le roi, à son tour, entra dans le bocteau. À travers les branches passaient les rayons d'un soleil sans chaleur qui rosissait le givre. Le roi s'arrêta, dégagea la poignée de sa courte épée. Il sentait entre ses jambes cogner le cœur de son cheval. Lui-même était haletant et aspirait l'air froid à grandes goulées. Lombard ne cessait de hurler. Le grand cerf était là, adossé à un arbre, la tête basse et le mufle presque à ras du sol. Son pelage ruisselait et fumait. Entre ces bois immenses, il portait une croix, un peu de travers et qui brillait. Ce fut la vision qu'eut le roi l'espace d'un instant, car aussitôt sa stupeur tourna au pire effroi. Son corps avait cessé de lui obéir. Il voulait descendre, mais son pied ne quittait pas l'étrier.
Ses jambes étaient devenues 2 bottes de marbre, ses mains, laissant échapper les rênes, restaient inertes. Il tenta d'appeler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Le cerf, la langue pendante, le regardait de ses grands yeux tragiques. Dans ses ramures, la croix s'éteignit, puis brilla de nouveau. Les arbres, le sol et l'ensemble du monde se déformèrent devant les yeux du roi, qui ressentit comme un effroyable éclatement dans sa tête, puis un noir total se fit en lui. Quelques moments plus tard, quand le reste de la chasse arriva, on découvrit le roi de France gisant au pied de son cheval. Lombard aboyait toujours le grand cerf pèlerin, dont on remarqua que les andouillets étaient chargés de 2 branches mortes, accrochées dans quelques sous-bois, et qui luisaient au soleil sous leur vernis de givre. Mais on ne perdit point de temps à se soucier du cerf. Tandis que les piqueurs arrêtaient la meute, il prit la fuite, un peu reposé, suivi seulement de quelques chiens acharnés qui erreraient avec lui jusqu'à la nuit, où le conduiraient se noyer dans un étang. Hugues de Bouville, penché sur Philippe le Bel, s'écria « Le roi vit !» Avec 2 baliveaux taillés sur place à coups d'épée, et entre lesquels on noua ceinture et manteau, on fabriqua une civière de fortune, où l'on étendit le roi. Celui-ci ne remua un peu que pour vomir et se vider de toutes parts, comme un canard qu'on étouffe. Il avait les yeux vitreux et mi-clos. On le porta ainsi jusqu'à Clermont, où, dans la nuit, il recouvra partiellement l'usage de la parole. Les médecins aussitôt mandés l'avaient saigné. À Bouville, qui le veillait, son premier mot péniblement articulé fut « La croix! La croix !» Et Bouville, pensant que le roi voulait prier, alla lui chercher un crucifix. Puis Philippe le Bel dit « J'ai soif !» À l'aube, il demanda en bégayant d'être conduit à Fontainebleau où il était né. Le pape Clément V, lui aussi, se sentant mourir, avait voulu revenir vers le lieu de sa naissance. On décida de faire voyager le roi par eau pour qu'il fût moins secoué. On l'installa dans une grande barque plate qui descendit l'Oise. Les familiers, les serviteurs et les archers d'escorte suivaient dans d'autres barques, ou bien à cheval le long des berges. La nouvelle devançait l'étrange cortège, et les riverains accouraient pour voir passer la grande statue abattue. Les paysans ôtaient leurs coiffures, comme lorsque la procession des rogations traversait leurs champs. À chaque village, des archers allaient quérir des bassines de braise qu'on déposait dans la barque pour réchauffer l'air autour du roi. Le ciel était uniformément gris, lourd de nuées neigeuses. Le sire de Vauréal vint de son manoir, qui commandait une boucle de l'Oise, pour saluer le roi. Il lui trouva un teint de mort répandu sur le visage. Le roi ne lui répondit que des paupières. Où était l'athlète qui naguère faisait ployer 2 hommes d'armes rien qu'en leur pesant sur les épaules? Le jour finissait tôt, on alluma de grandes torches à l'avant des barques, dont la lumière rouge et dansante se projetait sur les berges, et l'on eût dit du cortège une grotte de flammes qui traversait la nuit. On arriva ainsi au confluent de la Seine, et de là jusqu'à Poissy. Le roi fut porté au château. Il demeura là une dizaine de jours, au bout desquels il parut un peu rétabli. La parole lui était revenue. Il pouvait se tenir debout avec des gestes encore gourds. Il insista pour continuer vers Fontainebleau, et, faisant un grand effort de volonté, il exigea qu'on le mît à cheval. Il alla de la sorte, prudemment, jusqu'à Essonne. Mais là, il dut abandonner, le corps n'obéissait plus au vouloir. Il acheva le trajet dans une litière. La neige tombait à nouveau, le pas des chevaux s'y étouffait. À Fontainebleau, la cour était déjà rassemblée. Des feux flambaient dans toutes les cheminées du château. Le roi, quand il entra, murmura « Le soleil, Bouville, le soleil !» Une grande ombre sur le royaume. Pendant une douzaine de jours, le roi erra en lui-même comme un voyageur perdu. Par moments, encore qu'il se fatigât très vite, il paraissait reprendre son activité, s'inquiétait des affaires du royaume, exigeait de contrôler les comptes, demandait avec une impatience autoritaire qu'on présentât toutes les lettres et ordonnances à sa signature. Il n'avait jamais montré un tel appétit de signer. Puis, brusquement, il retombait dans l'hébétude, prononçant de rares mots sans suite et sans objet. Il passait sur son front une main amollie dont les doigts pliaient mal. On disait à la cour qu'il était absent de soi. En fait, il commençait d'être absent du monde. De cet homme de 46 ans, la maladie en 3 semaines avait fait un vieillard aux traits effondrés, qui ne vivait plus qu'à demi au fond d'une chambre du château de Fontainebleau. Et toujours cette soif qui le poignait et lui faisait réclamer à boire.
Les médecins assuraient qu'il n'en réchapperait pas, et l'astrologue Martin, en termes prudents, annonça une terrible épreuve à subir vers le bout du mois par un puissant monarque d'Occident, épreuve qui coïnciderait avec une éclipse de soleil. Il se fera ce jour-là, écrivait maître Martin, une grande ombre sur le royaume. Et soudain, un soir, Philippe le Bel éprouva de nouveau sous le crâne ce terrible éclatement noir et cette chute dans les ténèbres qu'il avait connues dans la forêt de Pont-Sainte-Maxence. Cette fois, il n'y avait plus ni cerf ni croix. Il n'y avait qu'un grand corps prostré dans un lit et sans aucun sentiment des soins qu'on lui prodiguait. Lorsqu'il émergea de cette nuit de la conscience, dont il était incapable de savoir si elle avait duré 1 heure ou 2 jours, la première chose que distingua le roi fut une large forme blanche surmontée d'une étroite couronne noire et qui se penchait sur lui. Il entendit aussi une voix qui lui parlait. « Ah, frère Renaud, dit le roi faiblement, je vous reconnais bien, mais vous me paraissez comme entouré de brume. » Et puis aussitôt il ajouta « J'ai soif. » Frère Renaud des Dominicains de Poissy humecta les lèvres du malade d'un peu d'eau bénite. « A-t-on mandé l'évêque Pierre? Est-il arrivé ?» demanda alors le roi. Par un de ces mouvements de l'esprit fréquents chez les mourants et qui les reportent vers leurs plus lointains souvenirs, ça avait été l'obsession du roi dans les derniers jours que de réclamer à son chevet l'un de ses compagnons d'enfance. Pierre de Latille, évêque de Châlons et membre de son conseil. On s'interrogeait sur ce désir, auquel on cherchait des motifs cachés, alors qu'on n'aurait dû n'y voir qu'un accident de la mémoire. « Oui, sire, on l'a fait mander, » répondit frère Renaud. Il avait effectivement dépêché un chevaucheur vers Châlons, mais le plus tard possible, avec l'espoir que l'évêque n'arriverait pas à temps. Car frère Renaud avait un rôle à jouer dont il n'entendait se dessaisir au profit d'aucun autre ecclésiastique. En effet, le confesseur du roi était en même temps le grand inquisiteur de France. Leurs consciences partageaient les mêmes lourds secrets. Le monarque tout-puissant ne pouvait requérir l'ami de son choix pour l'assister au grand passage. « Me parliez-vous depuis longtemps, frère Renaud ?» demanda le roi. Frère Renaud, le menton effacé dans la chair, l'œil attentif, était chargé à présent, sous le couvert des volontés divines, d'obtenir du roi ce que les vivants attendaient encore de lui. « Sire, dit-il, Dieu vous serait gré de laisser bien en ordre les affaires du royaume. » Le roi resta un instant sans répondre. « Frère Renaud, ai-je dit ma confession ?» demanda-t-il. « Mais oui, sire, avant-hier, » répondit le dominicain. « Une belle confession, et qui a fait notre grande admiration et fera celle de tous vos sujets. Vous vous êtes repenti d'avoir harassé votre peuple et surtout l'Église de trop d'impôts, et aussi vous avez déclaré que vous n'aviez point à implorer pardon des morts ordonnés par votre justice, parce que la foi et la justice se doivent assistance. » Le grand inquisiteur avait élevé la voix pour que les assistants l'entendissent bien. « Ai-je dit cela ?» demanda le roi. Il ne savait plus. Avait-il vraiment prononcé ces paroles, ou bien frère Renaud était-il en train de lui inventer cette fin édifiante que doit faire tout grand personnage? Il murmura simplement « Les morts. »« Il faudrait que vous nous instruisiez de vos volontés dernières, sire, » insista frère Renaud. Il s'écarta un peu et le roi s'aperçut que la chambre était pleine. « Ah, dit-il, je vous reconnais bien, vous tous qui êtes ici. » Il paraissait surpris d'avoir conservé cette faculté d'identifier les visages. Ils étaient tous là autour de lui, ses physiciens, son chambellan, son frère Charles, à la stature avantageuse, son frère Louis, un peu en retrait, le col penché, et Enguerrand, et Philippe le Converse, son légiste, et son secrétaire Maillard, le seul assis à une petite table contre les draps, tous immobiles, et tellement silencieux et tellement estompés qu'ils semblaient arrêtés dans une irréalité éternelle. « Oui, oui, répéta-t-il, je vous reconnais bien. » Ce géant au loin, dont la tête émergeait au-dessus de tous les fronts, c'était Robert d'Artois, son turbulent parent. Une haute femme à quelque distance retroussait ses manches d'un geste d'accoucheuse. La vue de la comtesse Mao rappela au roi les princesses condamnées. « Le pape est-il élu ?» demanda-t-il. « Non, sire. » Plusieurs problèmes se bousculaient, s'enchevêtraient dans son esprit épuisé. Chaque homme, parce qu'il croit un peu que le monde est né en même temps que lui, souffre au moment de quitter la vie de laisser l'univers inachevé. À plus forte raison un roi. Philippe le Bel chercha du regard son fils aîné. Louis de Navarre, Philippe de Poitiers, Charles de France se tenaient au chevet du lit, flanc à flanc,
et comme soudés devant l'agonie de leur géniteur. Le roi dut renverser la tête pour les voir. « Pesez, Louis, pesez, murmura-t-il, ce que c'est que d'être le roi de France. Sachez au plus tôt l'état de votre royaume. » La comtesse Mao manœuvrait pour se rapprocher, et l'on devinait bien quel pardon ou quelle grâce elle se disposait à arracher au mourant. Frère Renaud adressa au comte de Valois un regard qui signifiait « Monseigneur, intervenez ». Louis de Navarre, dans quelques moments, serait roi de France, et nul n'ignorait que Valois le dominait complètement. Aussi l'autorité de ce dernier croissait-elle à proportion, et le grand inquisiteur se tournait vers lui comme vers la puissance véritable. Valois, coupant la route à Mao, vint se placer entre elle et le lit. « Mon frère, dit-il, n'avez-vous rien à changer dans votre testament de 1311 ?»« Nogaret est mort, répondit le roi. Valois hocha le front, tristement, vers le grand inquisiteur, lequel, aussi tristement, écarta les mains comme pour déplorer qu'on eût trop attendu. Mais le roi ajouta « Il était exécuteur de mes volontés. » « Il vous faut alors dicter un codicille pour nommer à nouveau vos exécuteurs, mon frère, dit Valois. « J'ai soif, murmura Philippe le Bel. On lui remit un peu d'eau bénite sur les lèvres. Valois reprit. « Vous désirez toujours, je pense, que je veille au respect de vos volontés. »« Certes, et vous aussi, Louis, mon frère, dit le roi en regardant le comte d'Évreux. Maillard avait commencé d'écrire, prononçant à mi-voix les formules rituelles des testaments royaux. Après Louis d'Évreux, le roi désigna ses autres exécuteurs testamentaires. À mesure que ses yeux, plus impressionnants encore maintenant que leur large pâleur se troublait, rencontraient certains visages autour de lui. Il nomma ainsi Philippe le Converse, et puis Pierre de Chambly, qui était un familier de son second fils, et encore Hugues de Bouville. Alors, Enguerrand de Marigny s'avança et fit en sorte que sa massive personne fût bien en vue du mourant. Le coadjuteur savait que, depuis 2 semaines, Charles de Valois ressassait devant le souverain affaibli ses griefs et ses accusations. « C'est Marigny, mon frère, qui est cause de votre souci. C'est Marigny qui a mis le trésor au pillage. C'est Marigny qui a déshonnêtement marchandé la paix de Flandre. C'est Marigny qui vous a conseillé de brûler le grand maître. » Philippe le Bel allait-il, comme chacun d'évidence s'y attendait, citer Marigny parmi ses exécuteurs, lui donnant par là même une ultime confirmation de sa confiance? Maillard, la plume levée, observait le roi. Mais Valois dit très vite « Le nom brillait, je crois, mon frère !» Et il eut pour Maillard un geste impératif qui signifiait de clore la liste. Marigny, blême, serra le poing sur sa ceinture, et forçant la voix prononça « Sire, je vous ai toujours fidèlement servi. Je vous demande de me recommander à Monseigneur votre fils. » Entre ces 2 rivaux qui se disputaient son esprit, entre Valois et Marigny, entre son frère et son premier ministre, le roi eut un moment de flottement, comme ils pensaient à eux-mêmes, et bien peu à lui. « Louis, dit-il avec lassitude, qu'on ne laisse point Marigny s'il prouve qu'il a été fidèle. » Alors Marigny comprit que les calomnies avaient porté. Devant un abandon si flagrant, il se demanda si Philippe le Bel l'avait jamais aimé. Mais Marigny connaissait les pouvoirs dont il disposait. Il avait en main l'administration, les finances, l'armée. Il savait, lui, l'état du royaume, et qu'on ne pouvait, sans lui, gouverner. Il croisa les bras, releva son large menton, et regardant Valois et Louis de Navarre de l'autre côté du lit, où agonisait son souverain, il parut défier le règne suivant. « Sire, avez-vous d'autres désirs » dit frère Renaud. Hugues de Bouville replantait sur un candélabre un cierge qui menaçait de s'effondrer. « Pourquoi fait-il si sombre » demanda le roi. « Est-ce encore la nuit ou le jour ne s'est-il point levé ?» Bien qu'on fût au milieu de la journée, une obscurité rapide, anormale, angoissante enveloppait le château. L'éclipse annoncée était en cours, et maintenant totale, couvrait de son ombre le royaume de France. « Je rends à ma fille Isabelle, dit brusquement le roi, la bague dont elle me fit présent, et qui porte le gros rubis qu'on nomme la cerise. » Il s'interrompit un instant, puis demanda une nouvelle fois « Pierre de Latille, est-il arrivé ?» Comme personne ne répondait, il ajouta « Je lui donne ma belle émeraude. » Il continua en léguant à diverses églises, à Notre-Dame de Boulogne parce que sa fille s'y était mariée, à Saint-Martin de Tours, à Saint-Denis, des fleurs de lys d'or, d'un prix de 1000 livres, précisa-t-il pour chacune. Frère Renaud se pencha et lui dit à l'oreille « Sire, n'oubliez point notre prieuré de Poissy. »
Sur le visage effondré de Philippe le Bel, on vit passer une expression d'agacement. « Frère Renaud, dit-il, je donne à votre couvent la belle Bible que j'ai annotée de ma main. Elle vous sera bien utile, à vous et à tous les confesseurs des rois de France. » Le grand inquisiteur, bien qu'il attendît davantage, sut cacher son dépit. « À vos sœurs de Saint-Dominique, à Poissy, je lègue la grande croix des Templiers, et mon cœur aussi y sera porté. » Le roi avait terminé la liste de ses dons. Maillard relut à haute voix le codicille. Quand il arriva au dernier mot, de par le roi, Valois, attirant à lui l'héritier du trône et lui serrant fermement le bras, dit « Ajoutez « et du consentement du roi de Navarre ». Philippe le Bel abaissa le menton, presque imperceptiblement d'un mouvement d'approbation résigné. Son règne était clos. Il fallut lui guider la main pour qu'il signât au bas du parchemin. Il murmura « Est-ce tout ?» Non, la dernière journée d'un roi de France n'était pas encore achevée. « Il faut maintenant, sire, que vous remettiez le miracle royal, » dit frère Renaud. Il invita l'assistance à se retirer afin que le roi transmît à son fils le pouvoir mystérieusement attaché à la personne royale de guérir les écrouelles. Renversé sur ses coussins, Philippe le Bel gémit « Frère Renaud, regardez ce que vaut le monde. Voici le roi de France. » À l'instant qu'il mourait, on exigeait encore de lui un effort pour qu'il investit son successeur de la capacité réelle ou supposée de soulager une affection bénigne. Ce ne fut point Philippe le Bel qui enseigna les formules et les prières du miracle. Il les avait oubliées. Ce fut frère Renaud. Et Louis de Navarre, agenouillé auprès de son père, ses mains trop chaudes jointes aux mains glacées du roi, recueillit l'héritage secret. Ce rite accompli, la cour fut à nouveau admise dans la chambre, et frère Renaud commença de réciter les prières des agonisants. La cour reprenait le verset « In manus tuas, Domine » « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Lorsqu'une porte s'ouvrit, l'évêque Pierre de Latille, l'ami d'enfance du roi, arrivait. Tous les regards se dirigèrent vers lui, tandis que toutes les lèvres continuaient de marmonner. « In manus tuas, Domine » dit l'évêque Pierre, reprenant avec les autres. On se retourna vers le lit, et les prières s'arrêtèrent dans les gorges. Le roi de fer était mort. Frère Renaud s'approcha pour lui fermer les yeux. Mais les paupières qui n'avaient jamais battu se relevèrent d'elles-mêmes. Par 2 fois, le grand inquisiteur essaya vainement de les abaisser. On dut couvrir d'un bandeau le regard de ce monarque qui entrait, les yeux ouverts, dans l'éternité. Vous avez entendu Le Roi de Fer, première partie des Rois maudits de Maurice Druon, interprété par François Berland, réalisation Arnaud Maton. C'est une production Livraphone avec l'aimable autorisation de Monsieur Maurice Druon.